Au beau milieu d'une galaxie, qu'on appelle Voie lactée, il existe une petite planète que ses habitants appellent la Terre. De loin, c'est une planète bleue, plutôt riante et pleine d'espaces verts. De près, on s'aperçoit que tout n'y est pas rose. Sur les 7 milliards d'humains qui y vivent, 800 millions sont sous-alimentés. 800 millions, c'est-à-dire une personne sur 9. Comment les habitants de la Terre, qu'on appelle des humains, en sont-ils arrivés là? D'abord, il y a une question de production. Regardez, dans ce pays qu'on appelle France, on fait pousser 7,5 tonnes de céréales sur 1 hectare de terrain. Dans cet autre, qu'on appelle Niger, on obtient seulement 500 kilos sur la même surface. Alors je vous entends d'ici, vous allez me demander pourquoi une telle différence? Il y a plusieurs raisons. D'abord, le sol du Niger est moins riche, l'eau plus rare et le climat plus sec. Et le réchauffement climatique est en train d'aggraver les choses en transformant la carte agricole de la planète. Il suffit d'un simple degré supplémentaire pour que la zone de confort de chaque espèce cultivée se déplace de 180 km vers les pôles. Mais en plus des problèmes liés aux conditions naturelles, il y a aussi une question d'argent. Thomas, agriculteur en France, travaille avec 2 tracteurs et une moissonneuse-batteuse. Il utilise des engrais et des pesticides pour protéger ses récoltes. Ibrahim, au Niger, utilise une houe et une pelle. C'est très bien pour l'environnement, mais moins bien pour son porte-monnaie et pour son estomac. Et comme il n'a pas les moyens de s'équiper mieux, la situation n'évolue pas. Et pourtant, la nourriture produite sur Terre en 2015 pourrait nourrir tout le monde. La sous-alimentation est moins liée à une pénurie de produits agricoles qu'à des problèmes de répartition, de distribution et surtout de pauvreté. L'année dernière, par exemple, Ibrahim a décidé d'abandonner la culture traditionnelle du mil pour celle du coton, plus rentable. Avec l'argent du coton, il achète du riz importé, très bon marché. Sauf que le prix du coton et du riz se décide sur les places financières internationales. Le jour où le coton baisse et où le riz augmente, Ibrahim n'a plus de quoi se nourrir. Et puis, il ne suffit pas de produire. Encore faut-il que les produits agricoles finissent dans l'estomac des consommateurs. Sur Terre, le tiers des aliments finit ailleurs. Le gaspillage dans les pays développés correspond presque à l'ensemble de la production agricole de l'Afrique subsaharienne. Alors que le gaspillage des pays industrialisés se situe au niveau de la consommation, les pays en voie de développement subissent surtout des pertes au niveau de la production, du fait des nuisibles, des intempéries ou des problèmes de distribution et de stockage. Résultat, les pertes globales y atteignent le même niveau que dans les pays industrialisés. De tous ces problèmes, il résulte que de nombreux pays en voie de développement n'ont pas aujourd'hui la capacité de nourrir leur population. L'aide alimentaire internationale est donc indispensable, mais seuls des transferts de savoir-faire et de technologie, ainsi que le soutien aux innovations locales, résoudront durablement le problème. La France, vous savez, le pays de Thomas, s'est engagée à contribuer à la sécurité alimentaire mondiale. Et le problème est urgent, car la population de cette petite planète qu'on appelle la Terre n'a pas fini sa croissance. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconte un peu plus loin. Vous connaissez peut-être cette petite planète qu'on appelle la Terre. Mais savez-vous qu'en 2050, elle aura 9 milliards et demi d'habitants? 9 milliards et demi d'êtres humains, c'est formidable. Et c'est encore mieux si tout le monde mange à sa faim. Pour remplir ces estomacs plus nombreux, mais aussi plus urbains et plus riches, la production alimentaire mondiale, si on ne change rien,
devra augmenter d'environ 70%. Comment faire ? La Terre est une petite planète où l'homme occupe déjà énormément d'espace. Pas facile d'y trouver de nouveaux terrains. Si on ne peut pas augmenter la surface cultivée, une autre voie serait d'augmenter le rendement, la quantité produite par unité de surface. Alors vous savez peut-être que sur un terrain de même taille, Thomas, agriculteur en France, produit 15 fois plus de céréales qu'Ibrahim, qui fait le même métier au Niger. Et vous vous dites peut-être qu'il suffit qu'Ibrahim utilise les mêmes méthodes, mécanisation, engrais, pesticides. Sauf qu'en plus de leur coût, ces méthodes sont aujourd'hui très contestées. Et Thomas lui-même est en train de les remettre en cause du fait de leur impact négatif sur l'environnement et de leur rôle dans les changements climatiques. Non seulement on doit augmenter les rendements, mais on doit les augmenter en préservant la planète. Pour réussir ce défi, il faut réinventer l'agriculture. Alors évidemment, vous allez me demander, comment ? Eh bien, parmi les pistes en cours de développement, il y a l'agroécologie, une agriculture plus proche des mécanismes naturels. Par exemple, au lieu de lutter contre un parasite en utilisant un pesticide de synthèse, on se sert de l'un de ses prédateurs naturels. Ou encore, on mélange plusieurs cultures dans un même champ pour ne pas épuiser les sols. Ce n'est pas d'une solution dont on aura besoin, mais de toutes. De celles qui ont fait leurs preuves sur le terrain et de celles que la recherche scientifique et les progrès techniques peuvent nous offrir. Demain, les satellites, les drones et les robots permettront de produire plus, mais surtout de produire mieux, en utilisant l'eau, les engrais et les pesticides plus efficacement. C'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision. La sélection génétique, quant à elle, permettra d'obtenir de nouvelles espèces, mieux adaptées aux différents terrains et aux nouvelles conditions météo. Un domaine, soit dit en passant, où le pays de Thomas, la France, joue un rôle de premier plan grâce à l'expertise de ses organismes de recherche. Mais la science seule ne suffira pas. Il va falloir mieux exploiter les mers en évitant la surpêche, développer l'aquaculture, trouver de nouvelles ressources alimentaires, passant par exemple par les algues, soutenir et développer l'agriculture familiale et réguler le marché international des produits agricoles pour éviter que la spéculation ne déstabilise les cours. Il va falloir aussi changer nos habitudes pour tenir compte du réchauffement climatique. Par exemple, plutôt que de livrer ces 10 pizzas dans 10 camionnettes différentes, il serait sans doute possible de les rassembler toutes dans la même. Résultat, l'émission de CO2 liée au transport est divisée par 10. La réduction des pertes et des gaspillages, enfin, doit être une priorité. Pour nourrir la planète en 2050, il faudra augmenter la production agricole, c'est certain. Mais l'importance de cette augmentation dépendra fortement du régime alimentaire qu'adopteront les terriens. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconte un peu plus loin. La Terre est décidément une drôle de planète. Alors que 800 millions de terriens sont sous-alimentés, c'est-à-dire presque 1 sur 9, 500 millions sont obèses, à tel point qu'on peut parler d'une véritable épidémie mondiale. Alors évidemment, on imagine que les personnes en surpoids vivent dans les pays développés et ceux qui ont faim dans les pays pauvres. Ça n'est plus tout à fait vrai, car même dans les pays riches, des millions de personnes souffrent de la faim. Et puis, les habitudes alimentaires des pays pauvres ont changé au cours des dernières décennies. Dans les zones urbaines en particulier, les régimes se sont occidentalisés. Les repas traditionnels, plus longs à préparer, sont peu à peu remplacés par des aliments importés, plus gras et plus sucrés. Le résultat est paradoxal. Les pays les plus pauvres sont touchés à la fois par la sous-nutrition
et par l'obésité. En matière d'alimentation, la quantité ne suffit pas. La qualité est tout aussi importante. Qualité sanitaire, qualité nutritionnelle, sans oublier le simple plaisir de bien manger et de manger ensemble. En France, par exemple, la proportion de personnes obèses est l'une des plus faibles parmi les pays développés. Alors, je commence à vous connaître. Vous allez me demander pourquoi ? Eh bien, peut-être que le modèle alimentaire français y est pour quelque chose. Le modèle alimentaire français, c'est une alimentation diversifiée, prise à heure fixe et partagée à plusieurs. Un modèle qui séduit tellement les terriens, français ou pas, qu'en 2010, l'UNESCO a inscrit le repas gastronomique à la française au patrimoine culturel mondial de l'humanité. En France, la sécurité sanitaire des aliments est une priorité. Elle est contrôlée à chaque étape de la chaîne alimentaire. En France, l'industrie agroalimentaire innove pour proposer aux consommateurs des produits meilleurs pour la santé tout en préservant le goût et les savoir-faire traditionnels garantis par des appellations d'origine contrôlée. Bref, les habitudes alimentaires des terriens ont des répercussions sur leur corpulence, leur bien-être et leur santé. Mais ça n'est pas tout. Elles en ont aussi sur leur avenir et celui de la planète. Voici pourquoi. L'augmentation des populations urbaines et la mondialisation des habitudes alimentaires font que la consommation de viande et de produits d'origine animale augmente rapidement. Si la tendance se poursuit, la consommation de viande devrait plus que doubler d'ici 2050. Et si 9,5 milliards d'humains finissent tous par manger la même chose, il y a un problème. Pour remplir tous les estomacs de la planète, il faut de la diversité. Plein de produits et de modèles alimentaires différents. Parce que c'est la diversité de ses habitants qui fait la force de cette drôle de petite planète qu'on appelle la Terre. Une diversité qui n'empêche pas d'agir collectivement. Mais ça, c'est une autre histoire. Et cette histoire-là, c'est tous ensemble que nous devons l'écrire.